Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend, que tout le monde va bien malgré le jeûne. Alors, 20 minutes pour raconter un petit truc sur le 9av, on va essayer de faire ça, j'espère que tout le monde m'entend. Alors déjà, bon, j'espère que tout va bien. C'est très drôle de voir à chaque fois, quand on prépare des cours et quand on essaie de transmettre ce qu'on a à l'intérieur, comment en tout cas on expérimente tout ce qui est judaïsme et tout ce qui est vie juive à d'autres ou même à nous-mêmes quand on se pose des questions. C'est très drôle de voir que chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on a à chaque fois une autre vision de la fête, une autre vision du moment qu'on a. Alors la fête, on va dire, on n'a pas encore mangé. En quoi c'est une fête. Je sais que ça dépend beaucoup de ça, mais c'est ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant de voir que le 9av, c'est aussi une fête en fait. On dit que ça s'appelle un moed, d'accord, comme Sukkot, comme Rosh Hashanah, pas Rosh Hashanah, comme Pessah, etc. On a cette notion de moed, de fête, etc. Bon, bref, ça c'est un des points intéressants. Alors, quand j'ai voulu penser sur cette année, le 9av, qu'est-ce que c'est, en quoi ça me parle maintenant, moi, dans ma vie maintenant, en tout cas, en quoi ça me parle. J'ai eu une nouvelle vision que j'avais jamais, enfin une nouvelle idée, enfin pas une nouvelle idée, mais un nouveau point de vue que j'avais pas, un nouvel angle, voilà, que j'avais pas encore creusé et que j'ai envie de creuser avec vous et de vous partager plus ou moins ce que j'ai trouvé là-dessus. Il y a quelque chose d'hyper intéressant dans toute l'idée du temple, d'accord, du temple et du tabernacle aussi. Donc quand tu es dans le désert, donc le tabernacle, c'est le Mishkan, c'est le temple portatif qu'on avait dans le temps du désert, jusqu'à qu'on arrive en tout cas à Jérusalem et qu'on construise le vrai temple. Bon, il y a une partie, à un moment où on a construit un autre temple dans un endroit qu'on appelle Shiloh, mais bon, bref, c'est un truc de côté. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a dans tout et tout le temps cette notion de construction et de destruction. C'est-à-dire, autant là, dans le temple, on se dit, OK, on a construit le temple et il s'est détruit, bon, en tout cas, Hachem, il l'a détruit, et on a attendu finalement la reconstruction de l'autre, et il s'est reconstruit, et on l'a redétruit, etc. Et là, on est encore en train d'attendre finalement la reconstruction du troisième. Mais ce n'est pas uniquement dans le temple, parce que ça, à la limite, on se dit, c'est un truc historique. OK, bon, bah voilà, il y avait le temple, la maison d'Hachem, que finalement, on n'est plus apte à la voir, ou on n'est plus... où ce qui s'est passé, c'est des guerres et des trucs, etc. On ne se pose même pas finalement la question sur, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant quoi, là-dedans. Ça veut dire, quand on parle du Mishkan et du tabernacle, d'accord, qui était ce truc portatif, le temple portatif qu'ils avaient dans le désert, il y a aussi cette notion de construction et de destruction. En fait, Shabbat, toutes les lois de Shabbat qu'on a, tous les travaux qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, c'est tout ce qui tous les travaux qu'on faisait pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle qu'on avait dans le désert. OK. Mais on se demande, Hachem, il a fait tellement de miracles. Il a fait plein de miracles, Hachem. Ça veut dire que c'est pas comme si, enfin, c'est déjà un truc énorme qu'on a vécu dans le désert, qui nous donnait la manne et ça. Il n'aurait pas pu faire un temple qui reste comme ça, qui se déplace tout seul, qu'on n'a pas besoin de construire et déconstruire. Mais pourquoi il y a cette notion de, absolument, on veut mettre la notion de construction, de destruction dans cette notion, encore une, de maison, finalement. Parce que ça soit le tabernacle, le Mishkan, ou que ça soit le temple, le Beth Amikdash, il y a cette notion de maison. C'est quoi finalement? C'est l'endroit qui va représenter notre relation avec Hachem, notre connexion avec Hachem. Comme dans un couple finalement, bien qu'un couple peut vivre sans maison, d'accord, enfin oui, on n'est pas obligé d'avoir une maison, on va dire ce qui va représenter le couple, c'est la maison. Quand on entend maison, on entend évidemment avant tout un couple. Bon, après, il y a des enfants, après, il y a une famille, après, il y a les travaux, le balagan, etc. Mais avant tout, la maison, c'est ce qui représente une connexion entre deux choses, entre deux personnes, entre deux entités qui sont, entre guillemets, différentes et qui vont se connecter à travers la maison. C'est ce que représente le temple, d'accord? C'est ce que représente le Beth Amikdash, ce que représentait le temple et le Mishkan. C'est cet endroit où finalement on va s'exprimer de manière plus forte la relation qu'on a avec Hachem, la relation que tout un chacun a avec Hachem. Alors, c'était à travers les sacrifices, à travers tout ce qui était les encens, les menorahs, etc. Mais il y a plein de choses qui représentent, et même quand on regarde, c'est quelque chose de connu qu'on dit que le Beth Amikdash, ça représente la maison par rapport à toutes les choses qu'on faisait là-bas, etc. Bon, bref. D'accord, on a compris qu'il y a un rapport entre la maison et le Beth Amikdash. Alors,
comment Hachem il a créé le monde. Donc, il y a cette notion de connexion. On doit se connecter. Finalement, toute l'idée de la Torah, c'est créer cette connexion avec Hachem. Et Hachem, il nous a. Le problème qu'on va avoir, et c'est ce qu'on ressent, j'imagine, même maintenant, quand on parle du temple, on parle toute la journée du temple, et le temple, et on pleure. Hein. Ok, je ne sais pas pour vous, mais des fois, c'est hyper. Enfin, moi, personnellement, pour moi, c'est hyper difficile, des fois, de réussir à me connecter sur quelque chose que finalement, on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce que c'est pas, hein. Mais il faut mettre le point sur vraiment ce que ça représente. Et donc, ce que ça représente, le temple, c'est cet endroit où on ressentait plus la présence d'Hachem, où la connexion, on pouvait l'expérimenter de manière plus concrète, on va dire. Hachem, il nous a donné un cadeau quand il a créé le monde. Enfin, c'est pas un cadeau, mais c'est sa manière, en fait. En vrai, c'est la manière normale de créer le monde, j'imagine. Je ne suis pas Dieu, mais je peux imaginer. C'est qu'on peut remarquer que dans chaque chose dans notre vie, dans chaque relation qu'on va avoir, dans chaque chose où on va être confronté à quelque chose d'autre, Hachem, il nous a donné une possibilité de, à travers ça, mieux comprendre qui il est. Ou plus que ça même, mieux comprendre quelle est la connexion que je suis censée avoir avec lui. Quel genre de relation je suis censée avoir avec Hachem. Et on peut comprendre finalement qui est Hachem quand on comprend mieux qui on est et quel genre de relation on est censé avoir et comment ça se passe, etc. Donc, un des exemples, sur lequel on va s'arrêter là pour ce cours-là, c'est dans notre relation de couple. Dans notre relation de couple, on a une possibilité, en la comprenant de manière entière, à comprendre mais qu'est-ce qu'Hachem il attend. Alors, des fois, ça marche d'un côté, c'est-à-dire qu'à travers notre relation, on va pouvoir comprendre qui est Hachem et comment nous, on est censé se comporter avec lui, c'est quoi l'attente finalement, et qu'est-ce que c'est le but concret de tout ça. Et des fois, c'est dans l'autre sens, ça dépend de chacun. Des fois, finalement, on va avoir un problème dans le couple, dans nos relations parents-enfants, dans nos relations même amicales, en travail, etc. On va avoir un problème et on va pouvoir finalement se demander, mais attends, comment Hachem il fait avec nous? Ou il attend de nous de faire? Et en regardant ça, on va mieux comprendre comment on doit agir nous dans la vie. C'est des choses qui marchent vraiment hyper bien. C'est un truc à faire, parce que vraiment, ça marche. C'est pas un truc écrit forcément dans des livres et dans des machins, mais ça marche vraiment hyper bien. Alors, donc, ok, et l'histoire du 9 av. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, dans la maison, quoi, il y a des constructions, on doit casser la maison tous les ans. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente? Et comment on est censé la prendre et de quel angle on est censé le prendre? Alors, quand on commence un couple, quand on essaie de construire, c'est encore une fois cette idée de construction, c'est très marrant parce qu'on a tous notre checklist. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ça je veux pas, ça, etc. Ok, alors on essaie de se construire. On a une grande vision sur l'idée que ça doit être un couple et une maison, d'accord. Je veux que ça ait l'air comme ci, comme ça, etc. C'est très bien, aucun problème. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est un peu très normal. On ne peut pas arriver sans avoir aucune idée. Le problème, il est que, bon, imaginons qu'on trouve ce prince charmant ou cette princesse charmante, je ne sais pas. Alors, on va se retrouver face à un problème qui est qu'on n'est pas marié avec un robot. Aussi bien nous, on n'est pas des robots, et la personne en face n'est pas un robot. C'est-à-dire qu'on va grandir et on va changer avec le temps. On pensait ça quand on avait 20 ans, ou 25 ans, ou même 30 ans, on s'est construit cette idée, c'est sûr. Et puis finalement, on va changer. Ou ça peut arriver même que, ah bah tiens, je n'avais pas remarqué qu'il était comme ça. Je n'avais pas remarqué, je ne pensais pas. C'est-à-dire, on se marie avec quelqu'un qui est célibataire, qui a vécu sa vie plus ou moins tout seul, etc. Il va se retrouver dans une maison, il va devenir papa ou maman. On va peut-être, dans son travail, ça ne va peut-être pas bien se passer. Dans sa vie, dans ses parents, il y a plein de choses dans sa vie qui va changer et qu'on ne va pas connaître, on ne va pas être sûr d'avoir checké cette facette-là de lui dès qu'on va, ou de elle. Désolée que je parle mais bon, bref, je parle de mon cas. Voilà, mais il ou elle, c'est pareil. Et on va se retrouver dans un couple, on va se dire, en fait, on n'est plus à la même longueur d'onde. On ne s'entend plus. On ne veut plus la même chose. On n'a pas... on avait des idées, c'est différent. Et on va se trouver dans un couple rempli de conflits, de disputes, enfin, finalement, un mauvais sentiment qui va sortir de ce couple, etc. Et très souvent, ça amène très souvent à des divorces, on ne fait plus la même chose, on ne s'aime plus, on connaît tous les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on apprend donc finalement de ce jour-là et qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans un couple, et ce qui est beau dans un couple, c'est que chacun va amener sa propre réalité dans le couple. C'est-à-dire que moi, je pense comme si, je fais comme si, je fais comme ça, etc. Ok, super. L'autre, il va amener ça. Et ce qui va créer le couple, c'est pas comme on a toujours entendu dans les films et dans les machins, on s'entend hyper bien, oh là là, on parle de la même chose, il m'a compris au premier mot, il m'a... D'accord. Le couple, il va se créer au moment où je vais détruire mes attentes, où je vais détruire mes visions que bien construites des choses que j'avais décidées dans ma vie, et je vais les détruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau avec la réalité de l'autre. Un couple, c'est deux réalités qui se sont un peu détruites, qui se sont un peu cassées, ou en tout cas formées d'une manière différente, et qui ont construit à eux deux une réalité totalement différente de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils étaient, mais c'est une réalité qui est propre qu'au couple, ni à lui ni à elle, aux deux. Et c'est ça la beauté du couple, et c'est ça la beauté de, 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 de cette différence qu'on va avoir. On essaie toujours d'être pareil que l'autre, on essaie toujours de ressembler à l'autre, etc. Mais vous n'avez pas compris, la beauté, elle vient dans les choses qui sont différentes. La beauté, elle vient à la fin des disputes. Quand on a trouvé un commun accord et qu'on est d'accord, ok, j'ai entendu ton idée, j'ai compris, et je ne pense pas que ma réalité est vraie, je ne pense pas que ta réalité est vraie, viens, on essaie de trouver une réalité les deux ensemble. Je ne dis pas qu'on doit faire ça dans tout, je ne dis pas qu'on doit être pas d'accord sur tout, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est un challenge, c'est quelque chose qu'on doit réussir à faire. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir une checklist un petit peu des choses importantes, entre guillemets. Mais ne jamais oublier que au final, ces choses-là, elles ne vont pas toujours tenir le coup. Et que le principal, finalement, c'est la connexion qu'on a avec la personne. C'est comment tu te sens avec elle, à combien tu l'aimes, à combien tu veux construire avec elle, à combien tu veux changer ta réalité pour en créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça l'idée de la destruction du temps. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tout construire, reconstruire, redéconstruire? Parce que c'est ça une connexion. C'est ça un couple. C'est ça la relation qu'on a avec Hachem. Oublie toutes tes idées, toutes tes attentes que tu avais dans le monde. Tu pensais que faut savoir qu'au moment du temple, le judaïsme tournait autour du temple. Ça tournait autour de ça. Le Pessah qu'on vit maintenant, on n'avait rien à voir avec le Pessah qu'il y avait au moment du temple. C'était comme ça qu'on imaginait les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Tac, on construit, on le détruit. Il n'y a plus. C'est genre, c'est pas ça. Oublie tout le folklore autour. Oublie tout ce qui se passe concrètement. Même si c'est pas un folklore, évidemment, c'est quelque chose d'important. Ça représente énormément de choses. Mais oublie tout ça parce que le principal, c'est la connexion. On va trouver une nouvelle réalité. C'est ce que les sages ils ont fait au moment de la destruction du Second Temple. Ils ont créé une nouvelle réalité du judaïsme qui existe sans le temple. C'est pas ça le principal. C'est pas comme ça ou comme ci ou comme ça. Viens, on trouve autre chose parce que le principal, c'est notre connexion. Le principal, c'est toi et moi, Achille. C'est pas ce qu'on fait autour, c'est pas ce qu'on truc. C'est important. En tout cas, bien entendu qu'il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on doit garder. C'est le cadre, c'est ça qu'on. Il y a des attentes qu'on ne peut pas enlever. Pourquoi? Parce que si ces attentes-là ne sont pas là, la relation n'existe pas. Je donne un exemple. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y a des petites choses quand même qui sont importantes dans une relation. On dit, alors quoi, dans ce cas-là, on n'attend plus rien, il peut finir, il peut puis finalement ne pas être loyal et je m'en fiche, il peut me mentir et je m'en fiche. Non, il y a des choses qui sont importantes dans un couple. Qu'est-ce qui est important dans un couple? La loyauté. Et ça marche aussi d'ailleurs avec notre relation avec Hachem. La Vodazara, c'est quoi? On est loyal à Hachem. Il n'y a que lui, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que lui. Alors ça marche avec ça dans le couple. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de relation si je ne pense pas que je m'investis dans toi. Si je ne te mets pas de côté et que je m'investis entièrement dans toi, il n'y a pas de relation qui se crée. L'honnêteté, par exemple, c'est quelque chose d'important. Hachem, il sait tout de nous, on sait tout. Il sait tout absolument, il n'y a pas de truc, il sait exactement ce qu'on pense, qu'on est, etc. Et finalement, c'est ça une relation. C'est de savoir si tu n'es pas honnête et je t'ai pas toi. Si je t'ai pas toi, je ne peux pas créer une relation avec toi. Parce que tu n'es pas honnête. Il n'y a pas de choses qui peuvent se créer. Tu n'es pas honnête. Je ne sais pas qui tu es finalement. D'accord? Donc ça, c'est oui des attentes qu'on doit avoir et qu'on doit garder, bien entendu. C'est quelques-unes, il y en a quelques-unes, mais il y en a quelques-unes, mais pas autant que ce qu'on croit. D'accord? Si tout d'un coup, je donne un exemple. Je sais que la dernière fois, on a eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer un couple hyper intéressant. La femme, ils se sont mariés, religieux, ok, très bien, tout va bien, enfin, ils font Shabbat, ils font Kasher, etc. Ils veulent élever les enfants en même temps, pas de problème. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, le mari, il a tout lâché. Voilà, il s'est posé des questions, il a pas trouvé les réponses et il a tout lâché. Il ne fait plus rien. Pas Shabbat, il mange pas Kasher, il ne fait plus rien. Un truc comme ça, de base, on se dit, OK, alors au bout d'un moment, il y en a un qui va divorcer. Quoi. Je veux dire, comment tu peux tenir? Comment tu gères? Comment tu fais? Comment ça marche? Quoi? Comment tu fais ça? Quoi? Et ben non.
et ben, on les a vus justement, ils nous ont en fait, ils nous parlaient finalement de ce sujet-là, de ce qu'on appelle la réalité, comment ça s'appelle en français, ça devrait être, je sais pas, une réalité différente, enfin quelque chose comme ça, quoi. Il disait, mais finalement, mais pourquoi vous voulez qu'on divorce, quoi? Ça veut dire, ok, il vit c'est son expérience en ce moment, c'est sa vie maintenant. Il a besoin de trouver des questions, il s'est remis en question. Pour lui, c'est ça. Ça me remet pas, on n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. C'est compliqué, ça va poser des questions. On est d'accord, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est à combien tu l'aimes, à combien tu es connecté à lui, à combien. C'est même pas une question, tu le soutiens finalement dedans. La question, elle se pose même pas. Et lui, la même chose. Bien sûr qu'il y a des concessions qui doivent être faites à ce moment-là. Ça, c'est évident. C'est évident qu'il y a un moment où il va y avoir, entre guillemets, des frictions qui vont faire qu'on va se poser des questions. Ok, mais alors, bien, on essaie de voir où il est où il est le commun accord, quoi. Ou comment on peut faire pour que ça marche quand même. Mais c'est pas, obligatoire d'être toujours sur la même longueur d'onde. On se travaille et on se respecte et on accepte la réalité de l'autre et on trouve finalement quelque chose au milieu qui va nous aider et qui va créer quelque chose de nouveau qui va être génial. Mais alors, si c'est tellement génial, moi j'ai une question, c'est tellement génial la destruction, parce que donc avant tout, un couple, c'est avant tout destruction, enlève toutes tes idées que tu avais, enlève toutes tes attentes que tu avais d'un couple et construis sur ça, d'accord? Pourquoi c'est tellement triste? Pourquoi on pleure, là, 9 avocats? Alors, 9 avocats, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a détruit tout. C'est ça, en fait, ce que Hachem nous fait comprendre, et on peut le comprendre avec nous. OK, alors, on détruit toutes nos attentes parce que la connexion est bien plus forte et c'est ça qui est plus fort. Mais pourquoi on pleure? Pourquoi c'est triste? Pourquoi on essaye, on regarde des films sur la Shoah, allez bien, on essaie de pleurer, de se faire truc, etc. Pourquoi on pleure? Pourquoi c'est comme ça, tellement triste? Ou en tout cas, tellement dur? Je crois que la réponse, elle est que parce que même si c'est beau et que la construction d'un couple, c'est beau à la fin, c'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à quelque chose d'incroyable. Cette construction, c'est incroyable. Il ne faut pas oublier que c'est difficile. C'est difficile. Imaginez quelqu'un, il a toujours pensé que c'est comme ça la vie. Et je peux imaginer alors des gens qui se marient. Enfin, moi, je me suis mariée à 20 ans. C'est hyper simple de changer quand on a 20 ans. C'est hyper simple de poser, avec toute la difficulté que c'est, évidemment. C'est pas jouer tous les jours. Mais c'est vachement simple. Mais quand on parle des gens qui se marient un peu plus tard, et qui ont des idées bien posées. C'est comme ça que je pense, c'est la vie qui est comme ci, la vie comme ça. Et combien ça doit être dur de changer? Combien ça doit être dur de détruire nos idées, de dire, tu sais quoi? Peut-être que j'ai pas tellement raison à 100%. Viens, j'écoute l'autre. Montre-moi, donne-moi un peu de ta réalité. Viens, on essaie de trouver une réalité qui est propre à nous deux. Et on essaie d'avancer. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne tiennent pas. Et ça, c'est dur de devoir changer et de devoir accepter que, bien, j'enlève ma vision des choses. Je voulais une maison comme ci, comme ça, et ben non, tu sais quoi? Tac, tu l'enlèves ta vision. C'est pas comme ça que ça va être. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça que ça reste dur. Et Hachem, il nous montre que dans une relation qui tient, il y a aussi des moments difficiles. Il faut arrêter de croire que c'est la musique et c'est la beauté et c'est la truc et c'est la machin. Ah, on part en vacances et on voit sur Instagram, ils sont partis en vacances, happy time, happy machin. Mais c'est pas ça. C'est ok, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa. Mais c'est pas ça le coup. Ça, c'est sympa pour les photos. Mais les gens, le pire, c'est qu'on entend des trucs comme ça. Mais tu vois, eux, leur couple, regarde, ils sont heureux, ils sont à la plage, on va boire un cocktail. Mais ils s'en foutent. Ok, c'est pas ça qui est sympa. Tu peux vivre un super couple, c'est pas ça leur couple. C'est ça le truc, c'est que c'est très sympa. Tu as raison, moi aussi j'ai très envie d'aller boire un cocktail à la plage. On est tous d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça ne représente pas le couple du tout. Du tout, du tout. Ce qui représente le couple, c'est à combien tu as détruit tes idées et que tu as reconstruit quelque chose de différent dessus. Et c'est ce qui va se passer au moment du troisième temple. C'est pas qu'on va avoir copié-collé de ce qu'il y avait avant. C'est quelque chose qui va être adapté et qui va être adapté. C'est-à-dire qui va exactement coller à nous et notre relation avec Hachem. C'est totalement ça qui va se créer. Et ça va se créer parce que c'est censé, parce que ça va se créer tout seul, parce que nous, on a donné de nous. Et on a voulu se connecter, et ça va se créer de manière automatique, on va dire, entre guillemets, quand on travaille, qu'on essaie de comprendre la connexion avec Hachem, etc., bien entendu. Et voilà. Et c'est important finalement de savoir que oui, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont qu'on doit développer, enfin qu'on doit passer pour pouvoir construire. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, on s'est posé la question la dernière fois. On connaît tous la date où le temple il a été détruit, ouais. Le 9 on est tous au courant, on jeûne, on arrête de manger, c'est toute la journée, on regarde la télé toute la journée. On connaît. Il y a quelqu'un qui sait quand est-ce que ça a été construit?
Alors, il y a l'inauguration du tabernacle. Ok, ça marche. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on met avec Hanouka. Allez, vas-y, par là, pourquoi pas. Mais celui du premier temple et du deuxième temple, je ne sais pas, moi, quand est-ce qu'il a été concepté, quelqu'un qui sait. Alors, on sait, si tu cherches, vas-y, tu peux trouver, quoi. Oui, ok, on est d'accord. Mais ce n'est pas un point important. Ce n'est pas un point important du judaïsme. Pourquoi? Parce que la construction du temple, elle a commencé au moment où on a détruit. Au moment où on a annulé toutes nos attentes et tout ce qu'on avait comme idée que c'est censé être comme ça et comme ça et comme ça, à ce moment-là, il y avait déjà de la construction. Il est déjà là. Après que ça s'est construit, ok, c'est physique, c'est limite, c'est secondaire, c'est pas ça, c'est pas ça le principal. La construction, elle va commencer au moment où tu détruis et euh, où tu vas te demander finalement qu'est-ce qu'on va construire de nouveau. Et c'est ça toute l'idée du 9 av. De se dire finalement quand on pense et qu'on essaie de réfléchir à ok, mais alors qu'est-ce que je dois ressentir maintenant? Je dois ressentir cette perte que Hachem il m'a enlevée, cette idée que on veut cette connexion et nous l'a enlevée parce que c'était finalement entre guillemets simple. Il était c'était clair, les miracles, ils étaient là tout le temps, tous les jours. Le feu, il consumait la viande, etc. C'était quelque chose de truc. On est sûr que c'est même encore ça. On est sûr combien il y en a qui disent ah mais si Hachem il se montrait à moi, moi je serais bien sûr que je ferais Shabbat, d'accord. Et Hachem, donc c'est triste parce que finalement c'est pas ça. Et Hachem il nous dit tu sais quoi, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais plus où c'est, dans quel livre on parle. On dit mais qu'est-ce que ça, à quoi, qu'est-ce que c'est tous ces sacrifices et tout si il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de ça. Alors je me dis, vas-y, va chercher c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas tous les miracles et tous les machins, c'est très mignon, très sympa, mais c'est pas ça. Alors trouve où elle est ta connexion. Mais c'est triste parce que j'ai envie de ça, j'ai envie que ça soit plus facile. Mais c'est pas plus facile. Casse-toi la tête et découvre c'est quoi finalement la réalité qui se trouve entre les deux et crée ta réalité entre toi et Hachem qui est la plus belle que n'importe quelle autre réalité qui pouvait se créer. Et c'est ce que je souhaite en tout cas pour tout le monde dans la recherche d'un couple, dans un couple qui est déjà là, trouver la réalité qui vous correspond à tous les deux et créer ce quelque chose de spécial qui est uniquement que pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de jeûne et vous êtes à bientôt.